Salut tout le monde, j'espère que tout le monde Salut, va ça va bien. bien? La forme? Super, super. Alors, moi-même et Stéphane, nous sommes les fondateurs de la communauté du groupe Facebook gratuit Les Secrets de la prise de masse, destiné aux hommes maigres souhaitant obtenir un physique massif, harmonieux et aussi avoir davantage confiance en soi. Alors déjà, avant de continuer, assurons-nous que la technique marche bien. Est-ce que tout le monde arrive à voir et à entendre correctement? Oui, Oui, Ça C'est bon va? pour tout le monde? c'est bon. mais c'est OK Ok, pour Ouais. moi. super. Alors, comme vous le savez, Stéphane et moi-même, on apporte constamment du contenu à haute valeur ajoutée. C'est notre marque de fabrique. Ouais, bah exactement. Et aujourd'hui, nous sommes très touchés de pouvoir encore accueillir Frédéric Delavier parmi nous. Ça fait vraiment plaisir parce que nous, on le connaît depuis des années, depuis qu'on a commencé la musculation, on a lu ses livres. Donc, l'avoir avec nous ce soir, ça nous fait extrêmement plaisir. Et surtout, ça nous fait plaisir de pouvoir partager avec vous, avec les hommes qui sont accompagnés dans notre programme Serious Mass, pour qu'on puisse échanger avec vous et que vous puissiez échanger avec Frédéric. Donc, Frédéric, comment tu vas, toi? Ça va, bien. Je suis Bah, tant rentré un mieux. peu plus tôt pour vous voir. Heureusement, j'ai réussi à rentrer à l'heure. Vous me l'avez demandé. C'est gentil d'avoir fait en sorte d'arriver à l'heure, du coup. Est-ce que tu pourrais te présenter, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, Et vous me même si je pense connaissez qu'une quand grande. même. Tout le monde ne te connaît pas, mais Ah, normalement, une c'est la grande partie présentation. des Parce gens te que connaissent, moi, mais moi, moi, faire ma présentation permanence, je suis avant tout, je suis un youtubeur maintenant. Non, non, je suis auteur de livres, de musculation, vendus dans le monde entier, euh, traduit en 32 langues, même plus avec les pirates, et vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Et je fais partie des auteurs français qui se vendent dans le monde entier. Et avec mon collègue Michael Gundil, on est les leaders dans le monde des livres d'enseignement technique de la musculation. Voilà. Donc ceux qui sont repris dans les écoles, dans les formations, hein. C'est des livres grand public, mais qui ont cette particularité d'être aussi des livres repris dans l'enseignement scolaire et d'être validés par l'enseignement scolaire. Alors, particulièrement validés d'une façon légale, c'est-à-dire par l'État, par exemple en Chine, en Corée. On a été acheté, j'ai été acheté, parce qu'on a plusieurs livres, il y en a tout seul et d'autres avec Gundil, par la police montée canadienne, donc je fais partie des livres. Il y avait des accords, hein, qui voulaient leur édition à l'époque. Et donc c'est marrant, et puis autrement, je suis vendu partout, quoi. Tu vois, mais c'est marrant comme en Asie, alors aux États-Unis aussi, hein, je suis dans les livres, je suis le livre classique de formation grand public et en même temps pro pour le plus vendu en technique, hein, tu vois. Donc c'est bien, aux États-Unis, les États-Unis, c'est mon plus gros marché. Mais au niveau scolaire, c'est marrant parce que c'est l'Asie, tu vois. Donc voilà. Bon, OK. après, on continue à écrire, on continue à faire des bouquins de musculation. Et moi, je fais aussi d'autres livres. Je fais philo aussi. J'ai des philo scientifiques, de la science en plus, plutôt. J'applique des façons de penser très logiques, ce qui me permet d'expliquer quasiment tous les phénomènes du vivant. Euh, Puisque je pars sur la calorie, alors c'est symbolique, mais c'est l'énergie, et j'explique que tout sur Terre, toute la vie est sur Terre, pour le moment, elle doit être partout ailleurs, hein, aussi, mais la vie répond à des règles qui sont des règles énergétiques, c'est-à-dire prendre l'énergie pour rester en vie et la conserver, euh, et l'échanger des fois avec d'autres organismes, donc de l'échange, donc c'est prendre l'énergie, la conserver, l'échanger et la redonner avant de mourir, euh, redonner son énergie avant de mourir aux autres pour transmettre la vie. Tu vois. Et c'est la base. Et tout tourne autour de ça. Donc, que ce soit les relations cellulaires, même virales, avec les cellules, que ce soit les relations animales entre eux, familiales, de village,
d'État, de société, dans l'économie aussi. C'est toujours le même principe, c'est prendre l'énergie, la conserver et l'échanger. Et tout est basé là-dessus, pour rester en vie, bien sûr, et la transmettre avant de mourir. Mourir parce que on finit à un certain moment par être inadapté au monde dans lequel on est, puisque le monde, comme nous, évolue, mais le monde évolue plus vite, et donc il faut mourir pour laisser l'individu mieux adapté au monde qui viendra. Voilà. Donc c'est un système qui est efficace, et parce que nous modifions le monde aussi. Bah, c'est vraiment super. Bah, ça tombe bien parce que dans un premier temps, on souhaitait parler de l'être humain, donc un peu de philo pour commencer, puis après se plonger vraiment petit à petit vers la musculation. Voilà. Alors c'est des systèmes sur l'énergie qui peuvent s'adapter à tout, hein. À la musculation. Mm. Pour croître, il faut prendre, donc il faut manger, il faut s'entraîner, il faut stimuler les cellules. C'est toujours la même chose, récupérer l'énergie, la prendre, tu vois. Donc c'est toujours la même chose. Bon, alors la musculation, c'est l'accumulation énergétique, hein. Il y a un côté très capitaliste là-dedans, hein. C'est je prends pour grossir. C'est un peu idiot aussi, hein, tu vois. L'idéal, c'est la voie du milieu. Faire 6 repas par jour pour atteindre une masse énorme, c'est quelque chose qui ne fait pas, qui fait pas partie de la vie animale, hein. C'est une espèce de folie humaine, tu vois. L'animal, son but, c'est de dépenser le minimum pour récupérer le maximum. Alors que le bodybuilder, il dépense à fond, tu vois. Et ça sert à rien, souvent. Il n'y a pas assez le temps. Des fois, ils sont même malades parce que leur, c'est de l'excès, tu vois, ça en devient Oui. même productif. Bah, ça tombe bien. Dans un premier temps, bah, est-ce que tu peux nous parler de la naissance de l'homme et de sa place dans le règne animal? Bah, l'homme, il a quelque chose d'à part des autres animaux, hein. C'est la seule chose qui le sépare vraiment des autres animaux, c'est sa capacité de manier des notions de temps dans son langage. Alors, quand je dis ça, il y a aussi l'éléphant, mais d'une façon euh, plus Global. primaire, on va dire, parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes que l'homme, mais c'est les mêmes causes qui l'ont fait sortir de la forêt, comme l'homme, hein, à peu près aux mêmes périodes, et qui l'ont un peu avant peut-être pour les femmes, mais c'est les mêmes causes, à peu près les mêmes causes, ouais, qui ont généré ce type d'intelligence avec des notions de temps qui génèrent une espèce de spiritualité qu'on peut voir chez les éléphants, comme chez l'homme. Et ce n'est pas des spiritualités qui viennent comme ça parce qu'on a voulu que tu sois spirituel, que tu aies la notion d'esprit, non, et de conscience de la mort. C'est juste parce qu'ils manient d'une façon beaucoup plus simpliste, hein, des notions de temps. Et l'homme, sa force, c'est de manier des notions de temps. Et l'homme, c'est un bipède, donc c'est un primate bipède qui a été poussé hors de son paradis originel qui était la forêt, hein, et qui s'est retrouvé en savane bipède. Et alors, est-ce qu'il a acquis sa bipédie en forêt? Visiblement, il l'avait déjà un peu avant. Bah, ça s'est généralisé un peu en forêt, c'est moins dangereux. Et après, ça a été un énorme avantage et un inconvénient, mais un énorme avantage en savane, avec des régressions de forêt à cause des variations climatiques qui sont d'ordre en vérité cosmique, puisque c'est les cycles de Milankovitch, plus d'autres problèmes terrestres aussi, des variations dans les courants marins, ça peut être des problèmes volcaniques, il y a pas mal de choses, mais bon, globalement, ce sont des cycles cosmiques dans le mouvement de la Terre dans l'espace qui fait qu'il y a des périodes plus ou moins froides à cause de l'inclinaison et l'éloignement, l'inclinaison du, de notre planète, hein, par rapport au Soleil. Donc c'est très intéressant à comprendre que c'est vraiment cyclique et que ces cycles de régression de forêt, là, placés dans des zones tropicales avec des zones herbeuses à côté, ont généré justement l'homme qui bipède, s'est retrouvé en savane. Et en savane, il devait survivre, c'était un petit primate, hein, bipède. Et c'est là, les mains libérées de la locomotion, qu'il a pu générer ces notions de temps, puisque les mains ne servaient plus à se déplacer ou à grimper dans les arbres, occasionnellement pour fuir des fauves, parce que c'est très très dangereux. Et là, il devait se déplacer pour aller chercher de la nourriture carnée, principalement,
il est devenu carnivore pour des raisons d'économie, puisqu'il n'y a pas de fruits autant que ça, il n'y a pas autant de feuillage qu'on veut pour manger, et il y a des racines, si tu veux. Et ça prend du temps à aller chercher, c'est pas évident. Tu vois, donc il y a eu l'option viande, c'est-à-dire qu'il est allé chaparder de la viande et dans la savane. Pour aller chaparder de la viande, il est obligé d'observer au loin les vols de vautours et d'aller se déplacer en pleine journée quand les prédateurs dorment, parce qu'il n'est pas très fort. Hein. Alors, il peut être dangereux parce qu'il a des bâtons dans les mains, puisqu'il a encore des bâtons il peut mettre des bâtons dans les mains, il peut se déplacer, il ne lance pas encore très bien. Hein. Et à ce moment-là, ils vont chaparder de la charogne fraîche, de la viande fraîche, à des petits prédateurs avec les os de type hyène, canidés, en tout genre, lycaon, guépard, des fois. Les lions, on va éviter, hein, et puis les tigres aux dents de sabre aussi. Hein, donc, il évite quand même les gros trucs. Et il ramène ça. Et dans cette quête énergétique, toujours la quête énergétique, il indique où il va, où il vient à ses potes. On va aller là-bas, on va là-bas. Et il met un son sur un geste, il enlève le geste, il lui reste des notions de temps dans le langage, ce qui lui permet, avec les mots, qui sont des compressions de données, hein, c'est extrêmement efficace, ça permet de penser plus vite, tu vois, puisqu'on va mettre toute une signification émotionnelle et sensorielle, correspondant à des choses, hein, dans un mot, ce qui permet de communiquer sur des choses beaucoup plus vite sans avoir à les ressentir, tu vois. Et c'est extrêmement rapide, c'est la compression de données. Donc, quand tu dis maman, hein, tu n'as pas besoin de penser maman avec son odeur, sa couleur, son toucher, tu vois. Tu dis maman et tout ce qui fait maman est dedans. Pareil quand tu dis lion. Donc, il communique très vite, et puis les notions de temps dans le langage, donc ces gestes, un mot, hein, qui fait passer du passé, du présent au futur, ou du présent au passé, ça permet de se projeter dans le futur, mais aussi de communiquer sur le futur et de préméditer des actions en groupe. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'instant, on est dans la capacité de préméditation. Tu comprends? Et ça, c'est la grande différence qu'il y a avec les autres animaux. On est capable de préméditer en groupe des actions, et en plus, par ce langage, on est capable d'analyser les choses par la discussion interne, thèse, antithèse. On se crée des esprits dans la tête qui discutent entre eux, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci. Donc, il y a tout ce questionnement qui est donné par le verbe et les notions de temps. Donc, c'est les outils linguistiques qu'on fait exploser le cerveau en volume, tu vois, puisqu'à ce moment-là, les mutations favorisant la prolifération neuronale ne sont plus éjectées, parce que le cerveau consomme énormément d'énergie et ça chauffe beaucoup. Donc, ça demande un système de refroidissement important et en même temps du nourrissage important. Donc, c'est extrêmement calorique. Et ce n'est pas valable si tu n'en as pas l'utilité. Et l'homme, il va penser trop lentement. Tu vois, il va penser trop lentement. Un cerveau trop gros sans le langage, ça ferait qu'il penserait trop lentement, et il va être éjecté puisque ça consomme trop pour pas assez de résultats. L'éléphant, lui, il n'a pas d'ennemis, donc c'est pas grave s'il pense lentement. Tu vois. Donc, mais il a des notions de temps. Tu vois. Donc l'homme fait vraiment cette interface sonore et ces notions de temps qui lui permettent de préméditer des actions et de dominer le monde par cela. Et ça va encore beaucoup plus loin. Hein. Dans l'enseignement, l'homme, c'est le verbe. Hein. C'est ça qui fait l'homme. Hein. Ce n'est pas les outils, c'est pas les outils de pierre. Hein. Il y a beaucoup d'animaux qui prennent des outils. On a même vu des chimpanzés casser des pierres, créer des outils même. C'est-à-dire qu'il y a déjà la capacité de se projeter dans le futur, mais ce n'est pas la capacité de l'exprimer. Par contre, l'exprimer, ça permet en groupe des actions qui permettent de préméditer et de dominer, et on devient des prédateurs extrêmement efficaces. Et on a vu ce que ça a donné, ça fait l'humanité, hein, qui s'est répandue partout grâce au verbe, comme disent dans les religions. Hein, dans la religion chrétienne, c'est au commencement était le verbe, au commencement était la parole. Tu vois, c'est une base. C'est l'homme, donc c'est la pierre sur laquelle c'est la pierre de fondation de l'humanité, c'est ça. On me dit tout le temps, je devrais avoir un prix Nobel parce que ça a tout enclenché, même la spiritualité, c'est-à-dire que le fait de se projeter dans le futur
permet de concevoir, et dans le passé ou dans d'autres lieux, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à se projeter, ben, tiens, là-bas, il y a ça. Bon, tu projettes ton esprit, hein, l'esprit est un oiseau, hein, dans notre tête. Donc, tu conçois l'esprit sans le corps dans d'autres lieux et d'autres temps. Donc, tu arrives à concevoir l'esprit, donc naît la spiritualité. Et de là à concevoir l'esprit, tu commences à concevoir que ton esprit peut-être peut vivre après ta mort. Donc, tu commences à concevoir l'esprit des morts, ce qui est rassurant, puisque le fait de se projeter par le verbe dans le futur te projette face à la mort, ta mort. Donc, c'est terrible aussi. C'est fini l'insouciance des animaux, même s'ils souffrent, même s'ils ont peur, ils ont cette insouciance, ils n'ont pas cette angoisse du futur. Donc, ça crée cette angoisse qui est calmée par le fait de se dire que l'esprit que nous avons acquis par le verbe, hein, la possibilité de conceptualiser, de se conceptualiser, d'écorporer en d'autres lieux, d'autres temps, ça se trouve, perdure après la décomposition des chairs. Et là, ça calme les gens et naît la spiritualité, l'esprit des morts, l'esprit des animaux, l'esprit des rivières, l'esprit des choses, et après, l'esprit créateur de toutes choses, les dieux ou Dieu. Après, quand on sombre dans le monothéisme des zones désertiques, on se retrouve seul face à soi-même, face à Dieu, alors que les Africains sont souvent des animistes polythéistes, mais avec un Dieu créateur initial, mais comme ils sont entourés en général, les Africains subsahariens, hein, entourés de vie dans les forêts et dans les savanes, il y a quand même beaucoup de vie partout. Concevoir un Dieu unique, eux, ils vont concevoir les esprits partout, mais les esprits quand même, vers le verbe. Donc c'est pour ça, même s'ils conçoivent un esprit créateur, parce que les gens ne savent pas que les animistes conçoivent aussi des esprits créateurs, simplement ils vont avoir des esprits à qui ils vont parler. C'est eux qui ont le pouvoir sur toi, sur les autres, sur la vie, tu vois, les envoûtements, les trucs, les machins. Mais ça reste lié à la parole, tu vois. Et c'est ça se transmet par le verbe. Les démons se transmettent par la parole. Ah oui, c'est des croyances. Et quand tu parles des monstres, quand tu parles des serial killers, quand tu parles de tout ça, tu fais rentrer dans la tête des gens, par les neurones miroirs, par la visualisation, des monstres qui peuvent prendre possession d'eux. C'est pour ça qu'il y a un très bon film turc sur Netflix, où une espèce de virus qui se babillage et qui se transmet par le babillage. Les gens écoutent des trucs et deviennent dingues. Mais oui, c'est la réalité. C'est ce que tu entends qui te rend dingue. Tu vas créer des mondes et des esprits. Les mecs qui regardent des films sur les serial killers ou qui entendent des histoires de serial killers, ils finissent par intégrer un serial killer dans leur tête, ils vont faire la même chose. Bah oui, c'est le problème. Mais évidemment, on peut aussi leur raconter des histoires sympas et morales, comme dans les contes. C'est ça, ça sert à ça les contes, ça sert à moraliser les enfants, tu leur racontes des trucs bien, ils intègrent la version du chevalier et la fille de la princesse, et ça fait des individus sociaux qui ne vont pas aller piller le voisin et violer la voisine. Tu vois. Mhm. C'est Norman qui est accusé actuellement. Ouais, bah oui, j'ai vu ça. Aïe, aïe, aïe. Pour Norman, une pensée pour toi. Ça se trouve Une pensée pour toi, Norman. non, mais tous les gens, ils attaquent maintenant. Il y a Norman, il y a qui il y a... Qu'est-ce qui s'est fait attaquer encore Dirty Biology. Dirty Biology. Ouais. Poivre d'Avor, non, je ne me souviens plus. Oh, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Il y en a plein et ils se font tous attaquer. C'est terrifiant. C'est balance au port. C'est affreux. En plus, c'est difficilement prouvable et la plupart, ça se trouve, c'est faux. Hein, on ne sait pas. Hein. Ah Donc, oui. avant de balancer ça dans les télés, parce que ça brise un homme, hein, même si c'est Effectivement. faux, même que ça soit faux, ils l'ont brisé. Hein. C'est pareil, c'est de la jalousie. Donc, moi, je défends les gens qui sont attaqués avant que ça. Après, s'ils ont vraiment fauté, bah, ils ont vraiment fauté, ils seront punis. Mais il ne faut pas salir les gens comme ça devient une mode où on chie sur tout le monde. Et le problème, c'est que les gens, s'il s'avère qu'ils n'ont rien fait, même s'ils sont c'est déjà trop tard. lavés de tous les soupçons, bah, ils continuent à tuer. Et c'est pas bien. Ok, pour rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure, et pour aller un peu plus loin, qu'en est-il des lois de la génétique? Bah, les lois de la génétique, on les découvre depuis quelques temps. Il y a comment il s'appelle là il y a sur le Collège de France, Murcie, je crois. Je l'ai mis, le mec.
il est excellent. La loi de la génétique, c'est la loi de la génétique. C'est la sélection naturelle. Et maintenant, il y a, comment ça s'appelle, il découvre beaucoup de choses. Hein. Je ne peux pas en parler, je ne peux pas en parler comme ça. C'est quelque chose qui est en vérité simple dans ses règles, mais qui est quand même relativement long à expliquer. Tu vois. Maintenant, on découvre qu'il y a l'épigénétique. Tu vois, alors c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a non seulement des mutations qui permettent de survivre. Après, il y a des systèmes globaux qui s'appellent le métissage. Hein, c'est-à-dire c'est un avantage sérieux, le métissage, puisque ça permet de faire rentrer dans des populations des gènes qui permettent, en cas de changement de milieu, d'adapter ces populations à ces milieux. C'est ce qui nous est arrivé, nous les sapiens, quand on est monté au nord, en partant d'Afrique, parce qu'on vient tous d'Afrique, hein, même Néandertal, hein, même Denisova, ils viennent tous d'Afrique, puis il y en a d'autres, hein, Flores, et puis on en découvre d'autres. Je ne t'inquiète pas qu'on va en découvrir d'autres. Ça fait des progrès énormes grâce à Svante Pääbo. Hein, c'est pas lui qui a inventé les séquenceurs, mais c'est lui qui a eu l'idée intéressante d'aller chercher du génome préhistorique, tu vois, commencé par des momies, puis il a fini par Néandertal et puis Denisova, ce qui permet de vérifier où on est passé. Et on s'aperçoit par exemple qu'avec Néandertal, ils étaient peu nombreux. Alors je peux expliquer des choses même aux scientifiques qui des fois se trompent parce que j'ai une très bonne vision globale. Alors par exemple, Néandertal, on a des vides, ce qu'on appelle des déserts génétiques de Néandertal. C'est des zones où on ne trouve jamais de gènes de Néandertal chez les sapiens, donc les sapiens du Nord, on va dire, puisque les Africains sont très peu métissés en Néandertal. D'ailleurs, ils ne sont pas métissés. Ils ont eu des redescentes de métissés en Afrique, ce qui permet qu'on retrouve quelquefois des gènes Néandertal, mais c'est des retours en Afrique. Retour, comment on dit, back in Africa, comment je ne me souviens plus. Je ne connais pas l'expression. Et je ne me souviens plus l'expression anglaise. Donc, il y a la sortie d'Afrique, et des fois, il y en a un peu qui sont rentrés, mais c'est très peu. Mais on en retrouve. Et nous, on s'est mélangé à Néandertal. Néandertal, par exemple, était très peu nombreux. Donc, ils ont été complètement absorbés dans des vagues de sapiens successives beaucoup plus fertiles, puisque au sud, on est plus fertile, puisqu'il y a beaucoup plus de nourriture, donc on peut manger et se reproduire beaucoup plus. Et en même temps, il y a beaucoup plus de morts, parce qu'il y a beaucoup plus de bactéries, de pathogènes. On a éliminé les dangers que sont les prédateurs hein, à cette époque. Plus personne ne se faisait trop bouffer, c'est nous qui bouffons tout le monde, c'est les hommes. Et par contre, les pathogènes, on les a encore. Et on est obligé de faire plusieurs enfants pour qu'il en reste, on est obligé d'en faire 5, 6 pour qu'il en reste 2 et demi vivants, tu vois, ou 3. C'est toujours comme ça. Hein. Pasteur avait perdu 3 de ses enfants hein, sur 5. Pasteur, tu vois, la rage. C'est pas loin. Hein. Et c'était des microbes. Hein. C'était tout le temps les mêmes. C'était des gros problèmes à l'époque. Maintenant, ça va mieux. Et donc, ils ont regardé ça, ils sont vus, par exemple, les Néandertaliens, les déserts génétiques chez nous. Hein, on n'a pas aucun gène néandertalien ne reste au niveau de tout ce qui correspond à la reproduction. Donc, ils ont tiré la conclusion que Néandertal était sûrement peu fertile. Et ce n'est pas tout à fait ça, c'est qu'ils ont intérêt à être peu fertiles, les Néandertaliens. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont intérêt à ne pas faire trop d'enfants pour ne pas monter en surpopulation dans des zones à calories limitées. Et à calories, parce qu'on avait des hivers très durs et ils ont fréquemment eu des périodes glaciaires. Donc, c'est un milieu très dur qui n'autorise pas forcément une super fertilité. Par contre, quand les mecs arrivent du Sud, ils ont une super fertilité. Comme Amadou arrive en France, il est beaucoup plus vigoureux et fertile, en fin de compte fertile, avec un taux de testostérone élevé, puis, et sûrement beaucoup plus de vigueur sexuelle qu'un Européen qui, lui, a vécu pendant des milliers d'années dans un milieu à calories limitées où il y avait l'hiver, donc une espèce de ralentissement de production. Donc, proportionnellement, on fait moins d'enfants. Ça joue à deux enfants, ça joue quand même. Tu vois. Donc, cette hypofertilité des Néandertaliens est visiblement, moi je dis, un avantage. Mais un avantage qui disparaît avec l'arrivée des sapiens, c'est le mélange des techniques, puisque chacun
récupère les techniques de l'autre, donc on augmente nos capacités de survie, mais Néandertal reste avec une adaptation génétique, une inadaptation qui était valable de fertilité, donc une infertilité qui était valable et qui n'est plus valable, pour ne pas monter en surpopulation, tu vois, parce que ça épuiserait les mamans, tout ça, et on ne fait pas autant d'enfants. Pareil, on s'aperçoit qu'on a hérité par contre de Néandertal, hein, énormément, beaucoup de gènes, alors sur la peau, couleur de peau, des choses comme ça, localisation graisseuse, accumulation de gras sur tout ce qui fait les adipocytes, une partie de ce qui fait les adipocytes, donc la capacité à faire de l'accumulation calorique dans le gras, oui, oui, puisqu'il y a l'hiver, donc les sapiens ont chopé ça de Néandertal, tu vois, les quelques métis ont eu un avantage énorme, et ce qui est marrant, c'est que les dernières études qui ont été faites là-dessus confirment à 100% tout ce que j'ai mis dans l'éveil, sans les analyses génétiques. Là, je l'avais dit. Plus des problèmes de dépression qu'on a chopés. Et moi, j'ai tout le temps expliqué, le problème de dépression est un énorme avantage parce qu'à la bonne période, tu es encore dépressif. Tu es là et tu as peur, donc tu vas bouffer, tu vas accumuler l'énergie, tu vas préparer l'hiver. Ça fatigue. Donc, tu as tout le temps ce système. C'est des gènes qui génèrent la dépression, mais ça ne génère pas que la dépression. Ça génère aussi des comportements compulsifs d'accumulation, mais qui épuisent l'organisme par l'utilisation massive de neurotransmetteurs, tu vois, que tu utilises en permanence. Ce n'est pas évident. Mais on a hérité ça de Néandertal, ce qui nous a permis de survivre l'hiver en n'étant pas heureux en permanence comme l'Africain. Tu vois, l'Africain, il n'a pas intérêt à s'angoisser pour l'avenir puisque le danger, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il peut mourir par une bactérie ou par un parasite. Ou par, tu vois, c'est aujourd'hui, ce n'est pas l'hiver. Et on a hérité aussi de Néandertal, du système immunitaire pour activer le système immunitaire pour lutter contre les virus, particulièrement les virus de la grippe qui sont au nord. On a hérité ce que j'avais dit aussi dans l'éveil. Tu vois, ce qui nous a sauvé certaines personnes du Covid, mais le problème, c'est que des fois, ça active trop le système immunitaire, ce qui crée les orages de cytokines. Ce qui fait que certaines populations, je crois qu'au Pakistan, ont un taux, et ça multiplie quasiment par 2 le risque de faire un Covid grave. Tu vois, et ça augmente de 60% la possibilité d'être hospitalisé. C'est des statistiques, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le Covid ne touche pas tout le monde de la même façon. Il touchait tous les obèses de la même façon, puisque les problèmes d'inflammation des bronches, si tu es un gros obèse, si tu es un obèse, un diabétique qui a des problèmes, tu vas avoir, bien sûr, c'est des comorbidités. Donc à ce moment-là, si tu chopes un Covid qui va te mettre en hypoxie, tu vois, à cause des poumons qui ne fonctionnent pas, si tu as un gros corps tout gras, tu vas mourir. Tu vois, ça, c'est la malbouffe et c'est l'obésité. C'est évident. En plus, tu vois, mais si tu fais attention à ton alimentation, tu ne tomberas pas en hypoxie, tu vois, même avec un Covid, parce que tes poumons, même s'il y a un quart qui est inflammé et qui ne fonctionne pas bien, ou même la moitié, ce n'est pas grave. Mais si tu es un obèse, tu épuises ton organisme. Parce que déjà, tes poumons, ils peinent à irriguer ce gros corps. Et les obèses ont tout le temps le visage tout rouge. Tu sais, les applications Snapchat ou MyFace, je ne sais pas, qui te font en obèse, ils rougissent aussi tes joues. Et c'est pas con, c'est parce que ton sang a plus de globules rouges, il devient plus visqueux, d'où des problèmes aussi de rupture de vaisseaux et tout avec l'obésité. Parce que ça compense le manque d'oxygène que ton gros corps fait. Et nous, alors on a hérité aussi un peu d'obésité de Néandertal, mais aussi cette capacité à lutter contre les virus, mais des fois à lutter trop contre les virus, ce qui fait que beaucoup de mecs sont morts à cause de ce qu'ils avaient hérité de Néandertal, et d'autres ont été sauvés parce que ça peut jouer dans les deux sens. Soit tu arrives à lutter contre le virus, soit des fois tu pars trop fort et tu fais l'orage de cytokines. C'est-à-dire ton organisme se met en inflammation totale et tu meurs. Et ça, c'était des Néandertals. Tu vois. C'est intéressant parce que alors eux, ils ont en vaincu, est-ce qu'ils ont disparu? Non. Ils sont en nous, ils étaient moins nombreux. Tu vois. Et c'est en réalité les métis qui étaient les plus adaptés et qui ont fait l'humanité.
Alors, l'humanité est faite de métis. Voilà. Ça, c'est toujours. On voit ta photo musclée. Ouais, Stéphane. Voilà. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant de parler de génétique, tu vois. Mais bon, c'était les cours du gars qui étaient bien. Je regardais, c'est passionnant parce qu'il parle simplement, puis j'étais content parce que tout ce que je dis est confirmé. Tu vois, alors moi, je n'ai pas les moyens de faire les recherches, mais je m'en doutais. Euh, c'est 2016, hein, on a confirmé Néandertal, je crois, un truc comme ça, sur 2012 et 2016. Mais moi, mes explications sont beaucoup plus vieilles là-dessus. Moi, j'ai toujours dit, on a été métissé à Néandertal. Néandertal a été absorbé, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, mais c'était de la logique pure et dure, si tu veux, tu vois. Donc, Et comme tu disais tout à l'heure, c'est que l'homme, il est génétiquement adapté dans le milieu dans lequel il vit et qu'il y a donc aussi une différence morphologique en fonction du climat et de la répartition des graisses dans le corps. bah, bien sûr, au nord, alors il n'y a pas qu'au nord, mais dans les zones à calories limitées, comme chez nos amis maghrébins que nous avons en quantité en Europe, en France particulièrement, hein, puisque bon, les Allemands auraient plus de Turcs, ces orientaux, c'est encore un peu différent. Hein, c'est comme un grec. Hein, mais les maghrébins, c'est quand même des zones à calories limitées, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Certains sont tout secs, mais certains vont stocker en cas de crise énergétique, puisqu'il y a souvent des sécheresses et une baisse de production euh, là-bas. Donc les mecs ont tendance à faire du gras. Alors c'est un gras localisé qui est plutôt sur les hanches parce qu'il n'est pas sur tout le corps pour ne pas monter en chaleur, tu vois. Et donc ils ont souvent un gras localisé sur les hanches, moins dans le ventre, plus sur les hanches. Tu vois au nord, du gras plutôt à l'intérieur du ventre et sur tout le corps comme un phoque, tu vois. C'est pour protéger du froid en même temps, tout en stockant à l'intérieur du ventre pour les hommes qui vont travailler à l'extérieur, tu vois, donc ils utilisent ce gras. Ce qui fait qu'à l'époque, ils étaient en pleine forme quand ils avaient ce gras à l'intérieur, il était utilisé en permanence, ils stockaient la bonne saison et après ils le récupéraient pour le travail. Le problème, c'est que maintenant, la bonne saison, c'est tout le temps puisque les supermarchés sont pleins. Bon, là, ça va baisser avec la guerre en Ukraine. Donc, ça va être la survie les obèses vont voir leur génétique de nouveau utile. Mais à la base, le gras qui était dans le ventre était utilisé pour aller au champ et travailler au champ. Je veux dire. Les nobles, ils étaient très minoritaires. C'est eux qui dominaient tout le monde, mais c'était le paysan qui travaillait au champ. Et le paysan qui travaillait au champ, il lui fallait du gras. Et le gras près des viscères, ça permet, comme pour les chasseurs-cueilleurs, hein, d'être utilisé tout de suite dans l'action, puisqu'il est près des artères. Tu vois, donc c'est un gras très irrigué, directement utilisable par l'organisme, à différence du gras des fesses des femmes, qui est comprimé des fois dans le tissu fibreux. Hein, on voit ça avec le capitonnage des peaux d'orange, tu vois, chez certaines femmes, qui est un système de sécurité pour compresser la graisse et l'utiliser qu'en dernier recours, pas quand le petit croît dans le ventre, tu vois. Parce qu'elle mange pour deux. La consommation énergétique d'un petit, c'est au kilo la même qu'une mère. Ils sont exactement pareils. Donc, s'il y a un petit 5 kilos, tu as 5 kilos de plus de consommation, tu vois. Plus. Et sans compter énergétique, sans compter le calcium. Et là, elle est obligée de tirer plein de calcium. Donc, elle fait des baisses de micronutriments et de minéraux terrifiants, plus l'énergie. Tu vois. Donc, c'est toujours intéressant, tu vois, de voir comment ça fonctionne. Alors que, par exemple, en Afrique, bon, les femmes, elles ont souvent du graisse sur les fesses pour localiser. Alors, maintenant, on a une bouffe industrielle souvent, mais il y a quand même une agriculture qui était efficace, mais qui n'était pas une agriculture de stockage. C'était on cultive, on mange, on cultive, on mange, on cultive, on mange. Alors qu'en Europe, c'est on cultive, on mange, on stocke. Et à un moment, on va stocker et on va uniquement manger ce qu'on a stocké. On ne cultive plus l'hiver. Donc, on est obligé de stocker. Tu vois. Donc, on a une période de stockage et donc on est obligé de produire plus à un certain moment pour tenir plus à un certain moment. C'est ce qui se passait un peu en Égypte, dans le croissant fertile, partout, tu vois. Et en Irak, tu vois, en Mésopotamie, partout où il y a eu les naissances de l'agriculture, tu vois, il y avait des moments où tu étais obligé, pendant des sécheresses, de produire. Alors, des fois, les mecs, ils produisaient uniquement sur 2 mois et après, ils étaient obligés de manger. Ils mangeaient leurs réserves sur le reste de l'année ou 3 mois, tu vois. Les Égyptiens, c'était la même chose. C'est du stockage aussi. Ça ressemble au nord, mais il fait chaud.
Tu vois, c'est marrant. Mais bon, après, eux ont été tellement bien gérés que ça a tenu des milliers d'années, avec une gestion formidable. Il faut aller occuper les mecs et faire des pyramides. Il ne faut pas qu'ils remettent en cause la- le fait d'être dirigé par des mecs qui ne foutent plus rien, comme les pharaons, qui les défendaient au début, puis après qui font la gestion. Puis ils gèrent bien, puisqu'ils occupent un peuple qui aurait pu être un peuple de fainéants oisifs dans des actions de construction, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie en rab par le Nil, et c'est cru. C'est toujours comme ça. Ça fait des variations de morphologie complètement différentes. Hein. C'est différent. Hein. Au nord, on est plutôt massif, avec des membres plutôt courts et des bras plutôt courts pour évacuer la chaleur. Tu vois, pour conserver la chaleur, donc le minimum de surface extérieure, c'est des règles connues de minimum de surface extérieure pour un maximum de volume interne, tu vois, donc pas beaucoup de contact avec l'air, donc par homéostasie, on n'évacuera pas beaucoup de chaleur, tu vois, on limitera l'évacuation de chaleur, plus les habits, plus la graisse, isolant graisseux comme les phoques, hein. Donc on limite, ce qui permet de conserver l'énergie et de conserver la chaleur, tu vois, et de ne pas dépenser trop d'énergie. Et pour les Africains, c'est un peu différent, c'est que le but, c'est de ne pas monter en chaleur. Si tu montes en chaleur, tu détruis le cerveau, tu vois. Pour les autres, si tu baisses en chaleur, tu détruis aussi le cerveau. Tu vas être complètement ramollo, tu ne penseras plus. Donc, il y en a un qui est fait pour conserver la chaleur et l'autre qui est fait pour l'évacuer, mais mieux, il y en a un qui est fait pour produire de la chaleur, c'est ce qu'on a oublié, c'est l'européen, il n'est pas fait uniquement pour la conserver, c'est ce que les mecs n'ont pas vu, et l'africain, il est fait pour ne pas en produire. Et c'est là où j'interviens, parce que personne ne l'a vu. Ce n'est pas uniquement le fait de conserver la chaleur ou de l'évacuer, c'est le fait de ne pas en produire ou d'en produire. Et quand tu remarques les Africains, ils sont faits pour leur déplacement, pour ne pas produire de chaleur, c'est-à-dire avoir un maximum de rendement pour un minimum de consommation. Donc, ils sont tout le temps tendons. Et ça fait de très bons coureurs. C'est-à-dire qu'en plus des tendons plus raides. Donc, ça te fait des Usain Bolt. Vous les mollets Même s'ils courts. sont avec des mollets courts, avec des ischios extrêmement tendineux, tu vois, avec un pied faussement plat, il est plat, mais dessous, il est très tendineux, ça récupère de l'énergie, des ischios extrêmement tendineux, tu vois, pas de graisse dans le ventre parce qu'ils n'ont pas besoin de stocker, et c'est des mecs qui rebondissent quand ils courent. Donc, ils sont extrêmement performants. Mais ils ont ces mollets longs, c'est toute cette morphologie longiligne et avec extrêmement tendineuse, ils ne l'ont pas pour courir vite après des gazelles ou fuir un lion. Ils l'ont pour ne pas monter en chaleur, ce qui est incompris par les chercheurs. Parce que la première cause de mortalité de base en Afrique, ce n'est pas le lion, hein, et ce n'est pas aussi le palu. Maintenant, c'est le palu, mais avant, non. Ça a commencé le palu avec l'agriculture et les espaces qu'on a fait pour permettre aux moustiques de se déplacer dans la forêt et de venir piquer les gens. À la base, non. À la base, c'est la chaleur. Tu vois, c'est pas une mutation faite pour empêcher le palu qui a rendu les sprinteurs plus performants. Non, c'est la mutation que les sprinteurs ont qui a les tendons, qui leur permet d'avoir les tendons plus raides, qui en même temps modifie aussi donc pour ne pas produire de chaleur, hein, qui modifie aussi l'aspect des globules rouges. Tu vois, les mecs vont tout le temps dans le mauvais sens. Et pareil pour les Européens, le but c'est de produire de la chaleur. Et le gros mollet des Européens, le gros volume d'avant-bras des Européens, ce n'est pas fait pour toute une mandale, ni courir vite, ni être fort et soulever des poids. C'est fait d'une façon un peu ridicule pour quelqu'un qui maintenant vit au XXe siècle, hein, au XXIe siècle, pour produire de la chaleur dans un milieu où il fait froid. Donc tu te déplaces et tu as des mauvais leviers qui t'obligent à avoir un muscle long et peu économique, mais qui te fait un chauffage central et qui produit de la chaleur pour pouvoir continuer à chasser l'hiver, hein, et continuer à aller bosser un peu quand il fait froid sans baisser en température et avoir une hypothermie fatale. Donc, c'est uniquement produire ou éviter d'en produire. Ce que les mecs n'ont pas vu. Je te dis, moi, je rigole, je dis, il mérite un prix Nobel, pas pour celle-là, celle-là, c'est un truc simple. Mais je mérite un prix Nobel, en vérité, sur tout ce que j'apporte, surtout sur le langage. Et quand je dis je mérite un prix Nobel, c'est parce que je connais ma valeur. Parce que si tu as remarqué, il y a 4 ans, j'ai dit Svante Pabo allait avoir un prix Nobel. J'ai dit Svante Pabo va avoir le prix Nobel, il mérite le prix Nobel.
Les mecs, première fois ça paraît, oui, c'est un coup de peau. Mais non, c'est pas un coup de peau. Première fois qu'un paléontologue a un prix Nobel, il faut le faire quand même. Pour moi, ça me paraissait logique, mais pour la plupart des gens, ça ne paraît pas logique. Mais si, ils devaient l'avoir. C'est les plus grandes découvertes ont été faites par la paléogénétique. C'est ça qui a permis de comprendre comment l'humanité s'est déplacée et comment nous sommes devenus ce que nous étions. Tu vois, et qu'est-ce que nous avons hérité de qui et pourquoi. Tu vois, c'est pas uniquement voir qu'on vient de Néandertal, c'est de voir ce qu'on a pris de Néandertal et pourquoi on l'a pris. Ou ce qu'on a chopé de Denisova et pourquoi on l'a pris de Denisova. Denisova, nous, on ne l'a pas. Mais en Asie, il y en a qui l'ont. Tu vois. Ah, pareil, c'est des Denisova, c'est essentiellement des adaptations chopées pour les insulaires du Pacifique. Hein. C'est des îles. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y a Tahiti, ce n'est pas eux. C'est les autres au-dessus, comment ils s'appellent, les Papous, Nouvelle-Guinée, tout ça. C'est des adaptations aux pathogènes, tu vois, principalement. Et pour les Tibétains, c'est des adaptations à l'altitude de Denisova. Tu vois, alors c'est Sapiens qui sont métissés avec Denisova. Donc, ils ont chopé des adaptations à l'altitude de Denisova. Et ce qui sont en vérité des adaptations de Denisova, qui devaient être des adaptations plutôt au froid. C'est-à-dire qu'en plus, si tu consommes plus pour te réchauffer, tu vois, d'énergie, tu consommes aussi plus d'oxygène. Donc, tu as intérêt à avoir un meilleur apport en oxygène, et ce meilleur apport en oxygène est valable aussi en altitude. Donc, en vérité, ce sont ce qu'ils n'ont pas vu non plus, parce que moi, je suis très intelligent, je suis analogique. Ce sont des adaptations froides, parce qu'ils sont. Alors, c'est vrai que les hauts plateaux tibétains, c'est très grand, c'est très vaste, mais c'est aussi des adaptations froides. Ça marche dans les deux sens. C'est hyper intéressant à comprendre. Tu vois. D'ailleurs, j'avais envie de leur dire, mais les mecs n'ont pas noté, les Esquimaux ont souvent des pathologies, des gènes qui avantagent pour je crois que c'est la digestion des graisses, je ne me souviens plus pour quel jeu, mais qui peut poser aussi des problèmes de mortalité infantile, de mortalité des enfants et de fausses couches et de mortalité des enfants très jeunes. En vérité, ce n'est pas un désavantage. Ça évite dans un milieu à calories Faible. limitées, hein, c'est quand même un désert. Quand tu montes au nord, il n'y a pas beaucoup. Ça évite de monter en surpopulation. Tu vois. Et en vérité, c'est pas le généticien, il disait oui, c'est un désavantage. Non, c'est un avantage au nord. Quand tu as un de tes gamins qui meurt, tu n'as pas à le tuer. Ah oui. Et c'est affreux à dire, mais que ce soit à l'époque de Mohamed le prophète qui a interdit qu'on tue les petites filles en les enterrant, on ne les tuait pas pour rien. On les tuait parce que c'est une bouche à nourrir, il n'y a pas assez à manger. Il faut mieux garder un mec pour défendre le territoire des pilleurs et en même temps, tu vois, produire avec toi. Pareil, quand tu es au nord, un chasseur-cueilleur, il vaut mieux avoir un gamin qui meurt en couche que tous de crever parce qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde et que la mère soit épuisée parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc, en plus, une infertilité qui n'est pas une réelle infertilité, qui est pour adapter des chasseurs-cueilleurs, des Inuits à un milieu très rude pour ne pas monter en surpopulation, en sachant que le risque de mourir par des infections bactériennes est inférieur. Tu vois, ça compense. Mais ça, je te le dis maintenant parce que j'y pense, mais je devrais leur dire parce que les mecs n'ont pas vérifié ça. C'est des trucs tout simples, c'est tout le temps énergétique. Hein. Quand tu penses énergétique, tu comprends tout. Les femmes, les hommes, malheureusement, ce n'est pas ça qui va forcément arranger ta vie parce que si toi, tu le comprends, les autres ne sont pas prêts de l'accepter. Tu vois, tu es en face de personnes et tu dis merde, c'est des automates. Ouais. Quand je découvre des trucs en fonction des Non, nanas, je mais suis là, c'est extrêmement logique. Ouais. C'est extrêmement logique. Oui, carrément. À l'échelle globale, ça marche. C'est pour ça que j'aime beaucoup ton approche là-dessus. Quoi? C'est pour ça que j'aime beaucoup ton approche là-dessus, en fait, parce que tout est défini par la logique et par quelque chose, tu vois. Oui, c'est pour ça que je parle de tout. Il parle de tout. Oui, mais je parle de tout parce que je parle de tout, mais sous le même angle. C'est-à-dire les relations énergétiques. En vérité, je parle que d'une seule chose, de l'énergie. Une énergie, oui. Il n'y a que ça, il n'y a que l'énergie. Et c'est hyper intéressant à comprendre, tu vois. Ouais. C'est des choses, c'est fabuleux de comprendre quand tu vois un nègre, mais un nègre. Quand je dis le type, tu vois, il y a un black, quoi. Tu vois, on ne va pas le dire d'une façon. Mais
tu vois un mec qui est adapté à son climat. Tu vois? C'est-à-dire, type négroïde, adapté aux Africains, tu vois, à un climat chaud et qui est tout économique. Et même le cerveau est adapté à ce milieu, avec une présence, une compréhension de l'instant qui est fabuleuse. Tu vois, les mecs, ça devient des. Ils connaissent les langues, ils vivent au niveau génétique, ils s'isolent. Il y a beaucoup de diversité génétique parce qu'il y a beaucoup de populations qui ne se mélangent pas. Il y a eu des mélanges, mais il y a beaucoup d'isolation génétique et beaucoup de mutations génétiques particulières. Tu vois, c'est vraiment très impressionnant. Le mec d'un village ne va pas forcément se mélanger aux voisins du village à côté, parce qu'il reste dans un milieu tribal, tu vois. Et ces mecs ont une conscience de l'instant fabuleuse et une capacité de parler plusieurs langues, puisqu'il y a beaucoup de langues tout autour, puisque chacun vit dans sa tribu avec ses propres langues et ne les transmet pas par les mariages, par les migrations de femmes d'un groupe à l'autre. Il y en a des migrations de femmes d'un groupe à l'autre, mais beaucoup moins, par exemple, en Europe. Tu vois, on reste dans sa tribu, c'est très tribal. Alors, il y a des migrations, bien sûr, hein, mais ça reste très tribal. Tu vois, et les mecs, ça fait des mecs qui sont programmés pour bien vivre en échangeant entre les groupes tribaux, donc maîtrise de plusieurs langues. Quand tu es en Afrique, tu parles 3 langues, 4 langues. Et si tu ne parles pas de langue, tu es dans la mer, tu ne te maries pas forcément. Donc ça fait des mecs, tu les transportes au Japon, le mec, il parle japonais direct. Et le mec, il n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est fabuleux. Tu vois, alors quand je vois les racistes qui disent, il y en a, ouais, les négros, tout ça, machin, qui dit, il faut quand même revenir. Et puis la philosophie, c'est pas parce que c'est pas des nations technologiques qu'ils n'ont pas une philosophie de haut niveau. La philosophie africaine, globalement, est une philosophie qui vaut celle des Grecs. Tu vois, c'est des mecs qui comprennent très tôt les relations hommes-femmes parce qu'ils sont confrontés à la vie, à la mort, puisqu'il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de pathogènes. Donc, ils connaissent la valeur de la vie. Ils savent que tu vas pas, tu vas peut-être demain, tu es peut-être mort. Ils savent qu'il faut faire des enfants. Ils savent ce qu'il faut. Ils savent qu'il faut aller vite dans certains domaines. Ils comprennent tout. C'est pour ça que tu les vois souvent en diplomatie, hein, tu vois, à la porte des boîtes de nuit. Souvent, très diplomates à la porte des boîtes de nuit, ils comprennent. Tout de suite, ils voient lui, il est méchant. Et moi, j'avais mes potes, ils captaient les mecs direct. Un peu comme des femmes. Ça fait un côté très féminin, cette capacité. C'est ce que nous, on dirait que c'est une capacité féminine, tu vois. Et eux diraient, peut-être que les femmes européennes sont peut-être masculines aussi. Tu vois. Mais les femmes africaines, c'est pareil. La maîtrise des langues, c'est terrifiant. Ouais. C'est super intéressant. Ah ouais, moi, j'étais en Allemagne, j'étais en procès. Les traducteurs allemands agréés et tout, avec des diplômes, on les avait. Comme il n'y en a pas assez, et comme il y a beaucoup de problèmes, il n'y en a pas assez, le traducteur, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des tribus africaines qui sont là, ils leur font faire une déposition sur l'honneur, tu vois, et les mecs sont payés, et c'est les mêmes tribus dans tous les palais de justice, pour faire les traductions allemand, français, allemand, anglais. Ils n'ont aucun diplôme, mais ils sont hyper performants. Et on les prend. C'est un gag, hein. C'est pas drôle, hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle de QI, tout ça. Il y a des intelligences différentes qui sont des merveilleuses adaptations à des milieux différents. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. On est différents et on est merveilleux. Merveilleux. Et des fois, après le métissage, j'ai des copains, j'ai des jeunes sur ma chaîne. Oh, comment il s'appelle? Il a une chaîne YouTube, on rigolait parce qu'il est métis. Il dit, ouais, le métissage, Fred, c'est quoi? Je dis, tu peux hériter, je ne sais pas moi, de la petite bite de ton père blanc, tu vois, du côté dépressif de ton père blanc, tu vois, et être tout noir, tu vois, et puis être moins bon dans la projection future, tu vois. Donc, tu prends tous les côtés négatifs. Négatifs, c'est pas négatif, mais les trucs qui servent à rien en Europe, Oui, voilà. et toutes les chopes, et les problèmes d'Européens qui n'ont plus vraiment d'avantage, tu vois, tu te les chopes aussi. Tu vois. Tu peux. Oui, tu chopes tout ce qui n'est pas utile, en fait, au final. Tu es noir, dépressif et à petite bite. Non, c'est pas bon. Oui, noir en Europe, c'est pas excellent, mais c'est que c'est pas un avantage au niveau
climatique, hein. C'est parce que tu vas avoir des problèmes au niveau synthèse vitamine D et tout, tu vois. Et puis même pas que ça, hein, et même transpiration, tu transpires pas assez, tu risques de faire de l'hypertension hydrique. On est tous différents, hein. Donc, quand il y a des gens qui vivent au nord ou au sud, tu as tout le temps des problèmes d'adaptation. Ce n'est pas des climats. Après, il y a le métissage, et le métissage, c'est la roulette, hein. Ou c'est bon ou c'est mauvais, hein. Mhm. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis le monde est fait de métissage, et ce qui a fait survivre l'humanité. Mais c'est quand même de la casse. Mais pas au niveau global. Au niveau global, ça évite énormément de perte de temps et de casse humaine, tu vois, et ça fait survivre des groupes entiers. Par exemple, le métissage sapiens européen, sapiens néandertal. Sapiens, les premiers qui sont arrivés, c'est pas des noirs noirs, c'était des mecs qui étaient bistres, tu vois. Donc, assez basanés, les cheveux peut-être un peu crépus, euh, qui étaient plutôt de type orientaux, tu vois. Abyssin, tout ça, tu vois, Abyssinie, c'est pas du noir africain comme ils nous ont montré. Il y avait quand même des montées progressives, ça s'adapte doucement. Ça, c'est dans l'idée des gauchistes woke. Non, non, c'est des mecs plutôt café au lait, plutôt abyssin, oriental, Érythrée, tout ça, qui sont montés et qui se sont adaptés. Et heureusement qu'ils se sont mélangés à Néandertal, parce qu'autrement, ils auraient perdu des milliers d'années de casse énergétique et de morts, et d'innocents qui meurent. Tu vois, quand une mutation est valable, elle est tout de suite diffusée dans la population. Quand elle est mauvaise, elle disparaît. Et puis quand elle est neutre, c'est-à-dire quand elle est moyenne. Et alors après, tu as des mutations qui peuvent être par génétique, hein, qui peuvent être mauvaises un instant, et puis qui peuvent être bonnes après. Donc, ils sont quand même conservés d'une façon et qui s'exprime après. Par exemple, l'obésité, tu vois. L'obésité, c'est bien, c'est mauvais parce qu'on est en suralimentation, tu as des supermarchés partout. Donc, tu as tendance à tout manger, hein. Puis on a une addiction au sucre, nous, au gras, aux choses très caloriques, hein, c'est normal, hein, puisque c'était rare avant. Donc, quand on trouvait, tu te jetais dessus d'une façon, comment dire, addictive. Tu vois, c'était tu te jetais dessus. Maintenant, tu en trouves partout. Les mecs continuent à se jeter dessus. Puis ils enflent comme des bibins d'hommes, tu sais, de Michelin. C'est une horreur. Tu vois, ça ne sert plus à rien. Sauf si tu as une guerre, tu as une crise économique, et là, tu t'aperçois que les mecs qui brûlent beaucoup de calories, qui ne sont pas très gras et qui n'ont pas de réserve, ils vont crever. Et le mec qui est un peu gras, lui, ça a d'énormes avantages. Ouais, en fait, Donc, ça dépend en fait de l'environnement, de ton environnement, en fait. C'est ce que tu expliques depuis tout à l'heure, ouais. voilà. Et des stress, ils sont aperçus que des stress caloriques, c'était chez l'Hollandais, ça, pendant le blocus qu'ont fait les nazis à la Hollande qui ne voulaient pas coopérer, ils leur ont tout bloqué, hein, donc ils n'avaient plus rien à bouffer, il y a eu des morts de faim, hein, et que les mamans qui étaient enceintes à ce moment-là, il y a eu des activations de gènes chez leurs enfants, hein, chez les petits qu'elles avaient, qui se sont activés, et les petits souffraient d'obésité, diabète, tout ça. En réalité, c'est des choses qui sont faites pour accumuler l'énergie. Tu vois, et, mais trop, tu vois. Ouais. Mais ça réactivait des gènes qui étaient des gènes de survie, en vérité, en cas Oui. de baisse calorique terrible. Oui, C'est qui super sont plus utiles dans une société comme la nôtre, en Europe en tout cas. C'est pas oui. c'est pas quelque chose qui nous est utile à l'heure actuelle, comme tu Voilà. l'expliquais Bon, tout on à va l'heure, dire que mais si tu es parti combattre en Ukraine oui, ouais. pour défendre tes frères ukrainiens, comme on voit la propagande à la télévision, hein, tu as intérêt d'être un peu gras. Parce que s'il manque un peu de nourriture dans tes tranchées, Tu tu serais bien seras content de content, pouvoir stocker, ouais. tu seras bien content d'avoir stocké sur toi. Tu vois, c'est horrible à dire, mais c'est vrai, tu vois, c'est affreux. Tu vois. Oui, mais c'est Pareil logique. pour les C'est Russes, encore une fois, comme tu disais pareil tout à pour l'heure, les c'est tout. Russes qui se trouvent dans les tranchées de l'autre côté. Ils sont contents s'ils n'arrivent pas à avoir leur approvisionnement et tout a été coupé, combattant contre les Ukrainiens, d'avoir du gras pour survivre. Ouais. Moi, c'était très intéressant. Moi, j'avais une dernière question avant de passer à la partie musculation. Donc, voilà, comme tu le sais, nous, on accompagne voilà, les hommes maigres qui souhaitent développer leur masse musculaire. Et pour beaucoup, prendre la parole, s'exprimer en public, tout ça peut être vraiment très difficile. Est-ce Il que n'y a pas pour que pour les toi, maigres. ouais, C'est pas les maigres qui ont peur de prendre la parole quand même. non, mais pour pas mal de personnes qui sont ici parmi nous aujourd'hui, et surtout pour les personnes que nous on accompagne, surtout c'est que ce type de profil,
pour beaucoup, prendre la parole, s'exprimer en public, tout ça, ça peut être voilà, vraiment très difficile. Est-ce que pour toi, voilà, faire de la musculation, donc, est-ce que ça n'apporte pas qu'un physique et que le physique, c'est surtout qu'un seul des bénéfices? Bah, si ça te rassure, tu es content, ça t'occupe et ça socialise. Si tu n'arrives pas à t'imposer parce que tu te trouves trop maigre, bah, écoute, prends de l'assurance et prends du volume. Tu as tout le temps moyen de te muscler, c'est déjà ça. Puis tu te fais des copains, tu es plus sûr de toi. Tu sais, c'est les pubs qu'on voit des années 50-60. On voit le gars qui est au maigrelet là, et puis il est avec une fille, un gros Ah balèze qui oui, arrive, ouais. et il faut qu'il balance par terre, et puis la fille part au bras Du du mec gros balèze, musclé. et l'autre, il se regarde dans la glace, il va acheter du matériel pour faire de la muscu et prendre la méthode truc ou machin. Il revient quelques mois plus tard, et puis il faut une tarte au mec qui a pris la nana, et la nana tombe amoureuse de lui. C'est à peu près l'idée, mais bon, c'est vrai que c'est mieux d'être bien fait que d'être mal foutu, tu vois, ou d'être maigre. Mais maintenant, après, tu peux maigre. Tu as tout le temps moyen de compenser, tu vois. L'argent, le vice, tu vois, on peut compenser. Il y a tout le temps moyen. Et puis à la muscu, tout le monde prend. Puis après, être trop gros, c'est pas quelque chose de forcément bon. Tu vois, on est parti dans l'excès, hein, comme tu peux voir avec les Olympiens maintenant, c'est devenu n'importe. Qui veut ressembler à un Olympien maintenant? Je veux dire, c'est des bêtes de Mmh. foire, quoi. Les mecs, Mmh. ils meurent tous, ils sont pas en bonne santé, ils se déchirent de partout. Je veux dire, c'est un sport, on est en mauvaise santé. Oui, ouais, ça c'est là-dessus sur ce point-là, je te suis complètement. C'est pas un sport arrivé à un certain stade, c'est plus un sport qu'on fait pour la santé. Ça devient, comme tu dis, du surplus et toujours du plus. Ah C'est oui. devenu presque un vice en fait de vouloir toujours prendre plus. Moi, j'avais une question d'ailleurs, bah, plus pour les gens qu'on suit. J'ai déjà la réponse, mais c'est plus pour entendre toi ta réponse. Est-ce qu'il faut adapter son entraînement à sa morphologie? Bah, ça a toujours été comme ça. Pourquoi veux-tu ne pas l'adapter à ta morphologie? C'est une base. C'est pour ça que moi je connais la réponse, mais je voulais entendre tes Gandhi, comme explications. moi. Attends, tu vas pas faire du squat, tu vas pas essayer de faire le même squat qu'un type qui est, si tu es court en jambes, tu vas pas t'amuser à faire le squat qu'un type qui est long en jambes. Et, et puis si tu as des grands bras et une petite cage, tu vas pas t'amuser à faire du coucher complet. Sauf si tu es très souple et ça te fait pas mal. Mais autrement, tu risques de te déchirer, hein. Donc, tu essaies de resserrer un peu les mains pour pas que ça tire. Tu vois, Mhm. il y a- Et, chacun a sa technique, quoi. et donc on est bien Après, d'accord qu'il y a bien une grosse différence morphologique entre un individu qui serait longiligne et un individu qui serait bréviligne. bah, il y a une différence, c'est la morphologie. Si on a un qui a des grandes jambes proportionnellement au buste et l'autre qui a un grand buste proportionnellement aux jambes, c'est pas tout à fait les mêmes leviers. Donc évidemment que tu vas changer ton entraînement et ça ne sera pas avec un mouvement donné, ça ne sera pas les mêmes muscles que tu ressens. Tous les muscles travaillent, mais qui seront bien ressentis. Tu vois? Mhm. Évidemment, si tu as des longues jambes, tu vas t'incliner plus vers l'avant, donc tu vas beaucoup plus tirer sur les ischios et les fessiers, tu vois? Et si tu as des jambes qui sont toutes courtes, tu ne vas pas avoir d'inclinaison de buste, hein. Donc tu as pas d'étirement sur les fessiers, tu auras plus de travail sur les quadris, tu vois? Mhm. C'est toujours comme ça, hein. C'est simple, hein. Euh, Là, donc, du coup, j'aurais voulu voir enfin, avoir ta vision en fait de l'impact de la morphologie sur les performances en règle générale et quelles sont les différences notables que toi tu donnerais entre quelqu'un qui a un muscle long et quelqu'un qui a un muscle court. Le muscle est à la longueur du mouvement articulaire qu'il doit produire. Ça varie au niveau de l'insertion du muscle et au niveau de la forme de l'articulation. L'articulation qui est bloquée, tu ne peux pas faire d'extension du coude, bah, il aura un muscle plus court. C'est évident. Puis une articulation du coude qui va en récurvateur, bah, le biceps sera plus long, puisque le mouvement articulaire sera plus long. Le muscle s'adapte au mouvement qu'il doit produire. Tu vois. Mhm. Donc, et puis ça varie aussi selon l'insertion. Plus un muscle est inséré près du point où il y a le mouvement qui se fait, plus il sera, comment on appelle ça, je ne sais plus, plus il sera court et plus il s'insère loin,
plus il sera long, tu vois. Mhm. Yes, ok. Donc, pour faire le même mouvement, le court devra être un peu plus volumineux, mais ça fera un mouvement plus rapide, et puis le long sera plus lent, mais ça fera un mouvement plus fort, plus lent et moins volumineux. Avec moins de fibres, il poussera plus, mais moins de fibres en largeur, mais plus de fibres en longueur, puisqu'il aura un besoin contractile plus long. C'est des variables, c'est de la mécanique de base, hein, contrairement à ce que disent les esthéticiens. Ah oui, On ne va pas le j'avais mentionner. ah si, mais j'avais montré c'est des couillons. J'avais montré un truc d'architecture montrant les trois types de contraintes sur des architectures classiques, hein, c'est-à-dire attends, comment il s'appelle? Renflement. Ah, je me souviens plus comment ça s'appelle en, en français. Tu as le cisaillement, tu as l'écrasement et tu as aussi le renflement quand ça se tord d'un côté et ça se comprime de l'autre. C'est les trois types de contraintes. Et les mecs disent, ça n'a rien à voir avec le corps qui, lui, se régénère et la colonne vertébrale n'est pas une colonne. Je dis, mais non, tu n'as pas compris. Autrement, on te montre les trois types de contraintes en mécanique. C'est les mêmes contraintes que tu as sur un corps humain, à tout niveau. Tu comprends? C'est à peu près les trois types de contraintes que tu retrouves. Et puis il dit, c'est pas les mêmes. Bah si, puisque l'armature acier, ça s'étire, hein, et la pierre, ça se casse. Et ça, tu vois, c'est ça, et ça s'étire pas. Tu vois, comme un os, si tu veux. Après, un os, c'est un mélange de collagène, c'est un peu mixte, mais c'est les mêmes contraintes. Je veux dire, les mecs comprennent pas. Il faut qu'ils s'opposent à ce que je dis. Mais en s'opposant à ce que je dis, ils s'opposent à la physique, à la mécanique. Qu'est-ce que je te dise? Je veux dire, pour avoir raison, ils disent qu'il faut faire du solitaire lourd de rond. Mais il n'y a qu'eux qui disent ça, j'en connais pas d'autres. Je vois quelques mecs qui arrivent à en faire des fois, mais c'est des mecs complètement fous, tu vois. C'est des mecs qui ont une morphologie qui leur permet de faire ça. C'est des trucs de Mhm. dingue, tu vois. Oui, ouais, c'est plutôt eux les exceptions. Bah, c'est eux les exceptions. Et les mecs, ils arrivent, ils te montrent la margante en disant, regardez, il a le dos rond. D'abord, il n'a pas le bas du dos rond. Et le haut du dos, il est un peu voûté, bossu, mais il y a peu de risques en vérité. Et puis il a un tout petit buste, donc pas de porte-à-faux. Donc ce qu'ils disent est débile, et on ne prend pas une exception pour tirer une loi de généralité. Tu vois? Ok. C'est pas parce que Mamadou est tout blanc et albinos que tous les Africains sont blancs. Tu Oui, vois? oui, bien Regardez, sûr, c'est logique, oui. blanc. Et non, lui, il est albinos. Tu comprends? C'est une petite. Faut que tu mettes ça dans ta tête, tu vois? Ils ne Mhm. comprennent pas, le mec. C'est de la folie. Le dos rond le dos rond n'est pas. Mais ils ne connaissent pas la résistance des matériaux, tu vois. Le dos Oui, rond, pas plus dangereux. Le corps est fait pour se renforcer. Les vertèbres sont faites pour. Mais tout est fait pour se renforcer. Le sport, c'est de la progressivité. Tu passes pas. La première fois que j'ai soulevé une barre au soulevé de terre, j'ai pas fait, je sais pas moi, 295 kilos. Mais non. J'ai fait des barres un peu plus élevées, mais un peu moins, ben, un peu moins élevées. Je sais pas, moi j'ai fait 100 kilos, des trucs comme ça, 120. Et j'ai pas fait des barres énormes. mhm. C'est la progressivité. Si on m'avait mis une barre comme ça, je me serais cassé. D'abord, elle ne serait pas montée. Pareil au squat. J'ai pas fait de barre à 260 comme ça du jour au lendemain. Tu vois? Oui, Il bien a sûr, ouais. fallu et j'habitue mon organisme pour qu'il se renforce au niveau tendon et au niveau osseux et au niveau musculaire. Le moteur grossit, les tendons se renforcent, la tâche des tendons sur les os se renforce, et puis tu arrives progressivement à faire des grosses barres, il n'y a pas de cassé. Puis tu fais des schémas nerveux. Les mecs, la progressivité, oui, elle est partout, la progressivité, c'est la base du sport. C'est la base du sport, d'être progressif. Et le Mhm. mec, il découvre ça en disant, il n'a pas compris, le dos, c'est progressif. Mais tout est progressif. Il n'y a pas que le dos rond. Mais le dos rond, c'est progressif jusqu'à une certaine limite qui n'est pas très haute et où ça casse. Oui. Mhm. Ah oui, ça va casser direct. Je veux dire, il y a pas de retenue osseuse, si tu veux, c'est uniquement ligamentaire. Donc à un moment, bah, tu vas écraser complètement ton disque vers l'avant, et puis s'il est en mauvais état, comme beaucoup de disques le sont, bah, tu risques d'avoir une pression arrière et une belle hernie. Donc bêtise. Je ne comprends pas pourquoi ces mecs-là ne sont pas interdits.
Je veux dire, c'est des mecs qui viennent, et puis des mecs payés par l'État pour dire, regardez, il a débunké de Lavier se trompe, il faut faire du dos rond. Mais le mec est dingue. Il n'y a pas un médecin au monde qui dit qu'il faut faire du dos rond. Il n'y a pas un mécanicien qui va dire ça. C'est des lois qu'on connaît. Ils sont fous. J'ai jamais vu un truc non. pareil. En tout cas, Ouais. ouais, moi je sais que même depuis que j'ai commencé, voilà, on m'a toujours dit pas de dos rond, enfin on évite le dos rond sur tout. Bah oui, mais allez, avec des poids légers, tu risques Oui, pas. On bien essaie de sûr, pas rebondir. c'est ce que Mais tu c'est pas disais fait pour exactement. ramasser une grosse barre très lourde. Il est taré, le mec. Oui, et adapté, effectivement, c'est le dos rond, c'est adapté à une charge, Bah, à une charge, modéré, certaine charge, oui, bien sûr. voilà, jusqu'à la résistance des disques et des ligaments. Yes. Mhm. Tu vois? Oui, Ah oui, c'est logique. oui, c'est logique. Maintenant, je vais te poser une question. Bon, poser une question, c'est plus pour les gens qui nous suivent. Souvent, en fait, il y a des gars qui vont voir que leurs performances sur certains exercices sont mauvaises ou alors ça monte très lentement et du coup, ils vont se sentir un peu à l'écart par rapport à leurs compagnons de route avec qui ils s'entraînent. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais leur donner une explication à tout ça. Pourquoi certains sont bons au bench, pourquoi certains sont moins bons, par exemple, sur un soulevé de terre, même si tu l'as plus ou moins expliqué juste avant. Mais Bah, c'est souvent une question de morphologie, hein, tu vois? mmh, C'est une question de morpho souvent. Alors il y a pas que ça, mais moi c'est quand même c'est une question de morphologie. Les leviers varient d'un individu à l'autre. La masse musculaire d'un membre à l'autre peut varier selon un individu, tu vois? Après, tout le monde peut plus ou moins, créer alors tout le monde n'a pas la même qualité, musculaire aussi. Tout le monde n'a pas la même résistance tendineuse, aussi. Et tout le monde n'a pas la même capacité nerveuse de mobiliser d'un coup plein de fibres musculaires, tu vois. Donc tout ça, ça joue, c'est des choses qui jouent, hein. Moi, je prends mon type d'exemple, quand je peux faire un soulevé de terre lourd, les mecs sont impressionnés. Oh, putain, il fait du good morning, pas du good morning, oui, on fait aussi lourd, mais du soulevé de terre roumain lourd, comment il fait? Ben, c'est pas tant si dur que ça, parce que quand j'ai passé la première barre, comme j'ai les ischios extrêmement tendineux, tu vois, j'ai vraiment les ischios tendineux, et un buste court, quand je redescends, c'est pas si fort que ça parce que j'accumule dans les fibres tendineuses de mes ischios, avec un buste relativement court, donc j'ai un grand porte-à-faux, énormément d'énergie qui fait que je me retrouve avec une barre qui va à 200 kg qui sera l'équivalent de 150 pour un autre, OK. sur la tension effective du muscle, le travail effectif du muscle, puisqu'on va accumuler l'énergie élastique dans mes fibres tendineuses qui sont beaucoup plus nombreuses que pour les autres. Tu vois? Et c'est un avantage énorme, avec un buste plus court, donc un levier heu, moins désavantageux, un porte-à-faux moins grand. Donc capacité de lever, des charges plus lourdes, parce que tu sais, comme quand tu portes un poids comme ça, près de toi et puis tu me tends la main, tu vois? Ça pose un problème Oui, ouais. mécanique. Donc c'est complètement idiot, donc ça joue sur tout, tu vois? Capacité nerveuse, manipulation des fibres, capacité, levier osseux, tu vois? Taille des leviers, forme des leviers, capacité à faire du volume ou pas, capacité à avoir des fibres musculaires, contraction rapide ou lente, ça dépend des gens. Après, ça peut se modifier un peu, mais bon, capacité à générer dans sa tête des schémas pour travailler très vite. Tout le monde n'y arrive pas, hein. Connexion, cerveau-corps, tout le monde n'est pas apte à avoir une super connexion cerveau-corps, tu vois? Et une super capacité de, comment ça s'appelle? Heu, de faire des mouvements relativement complexes. Il y en a, ils ont du mal. OK. Il y a beaucoup de choses, même les tendons, la 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 tension interne du tendon au niveau moléculaire peut varier d'un individu à l'autre, tu vois? C'est de la génétique, hein. Ce qui fait que pour la même taille de tendon et la même forme de jambe, il y en a un qui va rebondir beaucoup plus que l'autre, comme un ballon gonflé, l'autre pas, tu vois? Ça OK. joue. C'est beaucoup de choses, hein, c'est un ensemble, hein. Ouais, c'est super intéressant, à entendre en fait l'explication et cetera, même pour les gars, surtout pour les gars qu'on coach. Ça leur permet de pouvoir avoir beaucoup d'informations et de comprendre comment ça fonctionne. Après, Du si coup tu veux, qu'il reste avec toi, tu dis: «C'est la volonté».
La volonté, moi, j'étais comme ça et maintenant, je suis devenu comme ça, par la volonté. Ah, bah, ça, c'est. Et ils aiment ça. Bah, c'est sûr, bah, après, il y a une part de volonté, mais il y a énormément de part de travail et de génétique qui joue énormément là-dedans. Moi, là-dessus, par La contre, volonté, elle est en partie je. génétique, hein. Ah oui, bah oui, c'est pareil, oui, bien sûr, Pleurer, évidemment. hein. Non, mais moi, je te rejoins énormément sur ce point-là. C'est peut-être quelque chose d'ingrat, mais il faut l'accepter qu'il y a une grosse part de génétique, surtout dans le sport qu'on pratique. Voilà, tu pourras faire tout ce que tu veux, peut-être te donner 3 fois plus que le mec à côté. Si génétiquement, il est plus fait pour ce mouvement-là, cet exercice-là, ou même ce sport-là dans la globalité, tu seras foutu même en donnant 3 fois plus que lui, quoi. Mmh. J'avais une autre question du coup, parce que souvent on dit aux pratiquants débutants qui commencent la salle, etc., on leur dit souvent il faut absolument pratiquer le développé couché barre, le développé couché aux haltères, etc. Est-ce que c'est réellement un exercice qui est adapté à toutes sortes de morphologies ou adapté à tout le monde? C'est pas mal, mais bon, si tu fais trop large et que tu as pas la morphologie, tu risques de te blesser. Après, je dis tout le temps, il faut t'entraîner comme tu le sens, tu vois? Et Mhm, il faut t'entraîner avec les mouvements qui te permettent de prendre, et de bien ressortir ton muscle et de bien prendre. Si tu fais un mouvement, tu sens rien, c'est pas top, hein. Donc tu fais les mouvements et puis après ça peut varier, tu aimes bien ça, puis d'un coup tu découvres que tu te sens bien sur celui-là après. Mais il faut, faire les mouvements qu'on ressent. C'est une base, hein, qui fait plaisir, hein. Il y a rien qui te force à rien, tu vois? Donc tu fais le mouvement que tu sens ok, et ouais, moi parce qu'il c'est y a c'est beaucoup pas de. mal. Si tu fais un mouvement, après tu as mal à l'épaule 2 jours parce que tu sens que ton biceps est sorti de la gouttière bicépitale, de l'humérus, non, c'est qu'il y a un petit problème, c'est que ton mouvement il ne va pas, quoi, Mhm, tu vois? Si à chaque fois que tu fais, je sais pas moi, du squat complet, tu te retrouves avec des douleurs aux genoux terribles qui t'empêchent de marcher 2 jours, il y a un petit problème. Essaye de limiter la descente ou fais un autre mouvement, tu vois? Il y a peut-être un problème et puis autrement, on va consulter parce que tu as peut-être des choses plus graves, l'arthrose, un truc, je sais pas, des règlements alimentaires, un problème génétique, je sais pas yes. moi. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'on entend de plus en plus de pas le faire au ressenti, tu vois, et faut pas écouter spécialement ce qu'on ressent, mais il y a des exercices qui sont plus adaptés, etc. C'est pour ça que je te posais la question. Mais moi, bah, je te rejoins là-dessus parce que le squat, moi par exemple, je suis l'exemple concret que tu viens de donner. Le squat complet, je n'en fais plus parce que sinon je sens mes genoux direct. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit stop, c'est pas pour moi et je suis parti sur autre chose, tu vois. Mais je voulais que tu répondes à la question, d'ailleurs, pas pour couper ce mythe de juste dire que le développé couché, il faut absolument en mettre partout. C'est absolument l'exercice phare, Le alors coacher, si que. tu aimes bien et si ça te va bien. C'est comme Voilà. le Mhm, développé nuque, c'est globalement très, très dangereux. Heu, ouais, globalement, c'est très, très dangereux, mais il y a des mecs, ils en font, ils ont pas mal, ils sont directement bien placés, tu as les épaules qui gonflent. Le gros Louis, je me souviens du développé nuque, le mec, il avait jamais mal. On va pas dire que c'est interdit, le mec, ça marche bien. Ceci dit, pour la plupart des gens, ça marche pas. mhm. Ça traumatise l'épaule, ça fait des frottements, puis il y en a pas du tout. Donc tu continues, hein. Ok. Et ça c'est une question de longueur de clavicule, c'est une question de. C'est très, très variable, Ok, d'accord. acromion plus ou moins couvrant, morphologie de l'articulation de l'épaule qui frotte pas quand tu lèves le bras, c'est, c'est c'est un ensemble. Taille des segments au bras, hein, évidemment, si tu as des grands bras, des grands avant-bras, quand tu vas descendre de plus en plus bas, c'est pas évident, le démarrage va être difficile, tu vas avoir du mal à arrêter la barre. Si tu Après, la morphologie de l'épaule fait que si tu montes, trop haut, tu vas frotter ta tête de l'humérus, sur le dessus de l'articulation, acromio-claviculaire et tu risques des frottements, douloureux qui peuvent entamer les les tendons, quoi. Tendons du supra, tu vois? Ok, En ouais. Et général, donc, les tendons du supra c'est. qui OPEC, c'est le tendon de l'infra, puisqu'il y a une rotation de l'humérus, hop, qui fait que le tendon de l'infra passe de l'omoplate et se met à venir sous l'acromion. Et en épaule, c'est le tendon du supra, puisque tu vas lever l'humérus comme ça, et c'est le supraépineux, qui sont dans la fosse du supraépineux, qui est au-dessus de l'infra, et qui lui va se mettre à frotter. Donc, en général, tu risques de l'abîmer, il peut même lâcher. Ok. Mais pas tout le monde.
Oui, voilà, c'est ce que tu disais. Après, c'est comme tu disais, c'est comme un peu le même exemple que tu donnais tout à l'heure pour le dos rond. On dit que c'est pas un exercice qui est adapté, qui est pas adapté, mais en fait, il y a certaines personnes, très peu de gens qui Non, vont pouvoir le non, faire. non, Mais le dos rond, il est adapté pour personne en lourd. ok, ouais, ouais, non mais Ah oui, j'ai fait un l'arrivement des raccourci. matériaux. Excuse-moi, j'ai fait un raccourci, mais Le dos rond, tu peux travailler pour assouplir la colonne vertébrale, décompresser les petits muscles qui sont comprimés, ou faire un peu de renforcement des petits muscles des petits muscles. euh, paravertébraux et lombaires, si, tu vois. Mais c'est pas recommandé. Je veux dire, c'est des barres. Oui, oui, oui. Non, mais c'est moi qui ai fait un Du raccourci, maxi mais avec. Les mecs, on fait du maxi avec, on peut, mais sinon on peut pas. C'est comme, tu peux être sur un circuit et essayer d'apprendre à visualiser le circuit et à conduire avec les yeux bandés sur un circuit. Tu vois? Pour apprendre, les sons autour de toi, te retrouver, tout ça pour développer, ta sensibilité, à la conduite, avec pas uniquement la vue, mais je te conseille pas de te mettre un bandeau sur les yeux quand tu vas rouler à Paris. ouais. C'est pareil, c'est des cons. Mais de toute façon, c'est des cons, hein, ils ont blessé des gens, ils ont insulté les gens, ils insultent les gens. En plus, ils les insultent, Oui, c'est tu vrai, vois? ouais. Là, par contre, là-dessus, c'est vrai que. Non, bah, surtout, d'abord, ils blessent les gens, ensuite, ils insultent les gens, ensuite, ils les diffament, tu vois? Après, il fait l'inversion accusatoire, ils disent que je blesse les gens. C'est des malades, les mecs. J'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Et d'ailleurs, bah, j'avais une question. Parce on a un des gars qui nous suit ici qui adore le soulevé de terre. Du coup, pour toi, quel est le profil de personne le plus adapté pour pratiquer le soulevé de terre? Il y a plein Euh, de soulevés de terre différents maintenant. On voit que les records explosent avec le soulevé de terre, les jambes très, très écartées, tu sais? ok, Mm. Je voyais il y avait un black, là, mais il n'a pas du tout une morphologie de black africain. Il est métissé, ils sont tous métissés, les afro-descendants américains. Le mec, il était à 400 en série. Je le voyais, je dis, mais facile. Je dis, c'est quoi ce truc? Bah, ok, il a 25 cm de débattement. Et son mouvement, il est quand même valable, tu vois. Ah, il a le dos tout droit au démarrage, lui. Il est ok. quasiment pas incliné. Il a juste à faire la dernière extension de jambe, tu vois, les cuisses très écartées, il n'est pas grand, boum, la barre, elle monte. Le mec, il faisait 400, 1, 2, 3, 4 ou 420. Tu vois. C'est quoi ce truc? Tu vois, ça en devenait même presque plus impressionnant que Hartford, tu vois, que c'est ça, que la montagne. Ok, Et ouais. c'est 500. Les mecs, ils ont des mecs qui sont extrêmement forts avec ces morphologies, hein, avec ces soulevés. Après, le soulevé de terre classique, c'est autre chose. Le soulevé de terre avec les jambes resserrées et Ouais, le bras droit. c'était celui-là que je parlais. C'était vraiment le soulevé de terre classique. Voilà. Euh, En général, c'est des mecs à buste court, jambes longues. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux, tu vois, et bras relativement longs. ouais, ok. Il n'y a pas bras courts, tu vois. Ou capacité de baisser énormément les clavicules, ça peut arriver aussi, tu vois. Et puis de très forts dorsaux pour ramener la barre le plus près de soi. Tu sais, les mecs s'aperçoivent que ils font tous des coups en disant, mettons, c'est intelligent, ils mettent des élastiques devant, puis quand ils font leur soulevé de terre, ils ramènent vers l'arrière, vers l'avant. Moi, si j'étais bon en soulevé de terre, c'est aussi parce que j'avais des énormes dorsaux qui empêchaient ma barre de se barrer vers l'avant. Je pouvais la maintenir le plus près possible des jambes, sans avoir vraiment de difficulté. Mhm. Tu vois. Après, moi, j'ai une morpho qui se rapproche de la tienne, donc je vois ce que tu veux dire, parce que moi, j'ai toujours une grande facilité au soulevé de terre sans le pratiquer régulièrement. Et ça a souvent impressionné les gens, mais je leur dis, c'est juste que j'ai une facilité morphologique en fait à être bon sur ce Oui, mouvement. oui, c'est ce que je leur dis aussi. J'ai une facilité morphologique. Il ne faut pas croire que j'ai. Pour le dos, c'est particulier parce que moi, j'ai un dos qui est extrêmement volumineux. C'est assez étrange. J'ai une espèce de volume énorme de dorsaux. Je dis, c'est quoi ce truc? J'ai un truc de bodybuilder, de compète pratiquement. Mhm. Je dis, attends, je ne vois pas quand je suis comme ça, mais dès que tu me vois de face, je fais normal, bien, costaud. J'ai des bons trapèzes, un bon coup, mais il y a des bons biceps, mais c'est pas. Et de dos, tu as un truc qui est bizarre, c'est que tu as le dos. Tu as une espèce de dos qui sort, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai un dos comme ça? En général, le dos, c'est le truc que les bodybuilders ont le moins. Tu vois, Euh, c'est pas le muscle, ça ne sert pas à grand chose, on n'est plus quadrupède, donc on ne l'utilise pas, on grimpe plus aux arbres. Tiens, pourquoi j'ai un dos comme ça? Tu vois. mais je vois ce que tu veux dire, parce que moi je sais que souvent de face, on me dit que j'ai pas un corps de body, que j'ai un corps de sprinter, mais quand je suis de dos, du coup les gens me disent ouais, c'est là qu'on se rend compte que tu fais du body parce que j'ai un dos qui est assez Ouais. épais et assez large en fait au niveau des dorsaux surtout. Ouais.
Gandhi disait que tu es monté à l'envers. Je dis oui, un peu. Mais pourquoi j'ai le dos c'est bizarre, quoi. C'est comme on a l'impression que j'ai pas de cuisses. Sauf que quand tu mets mes cuisses, comme j'ai des très grandes jambes, et quand tu mets mes cuisses à côté du mec, j'ai un tout petit buste, mais tu ne le vois pas. Et quand toi, tu vois que le bas de la cuisse, mais quand tu enlèves la cuisse, tu aperçois qu'elle est énorme. Mais quand on me voit comme ça, on a l'impression qu'elle est normale. Je me balade, il est un peu longiligne, sauf que mes cuisses sont très grosses, tu ne les vois pas. Ça a coupé que pour moi? Ouais, non, ça a coupé aussi. Ouais, moi aussi, On ça a coupé là. on n'a pas entendu la fin de ton explication. On n'entend plus là, non? Ah J'entends mince, j'entends plus Fred. ouais, on t'entend plus. C'est bizarre. Les aléas du live, ça y Ouais, est. c'est en train de partir en couille. Non, toujours pas. Peut-être reconnecter, il faudrait Problème de dire. live. Ah, c'est bon, c'est Ah, bon, ça c'est y est, bon. c'est bon. C'est bon, c'est bon. On t'entend là. Nickel. Voilà, bon, je sais pas, on en était où non, je parlais de morphologie. Tu disais que tu étais monté à l'envers. Voilà, c'est ça. Oui, Gandhi disait qu'il était monté à l'envers. J'ai les muscles, en général, j'ai les muscles que les bodybuilders ont du mal à voir. Le reste est normal, hein, je prends, mais j'ai des espèces de. J'ai le dos, tu vois, c'est pas normal, quoi, tu vois. J'ai un énorme dos. J'ai des cuisses très longues, très grosses, mais ça se voit pas. Tu vois ce que je te disais. Mhm. Les mecs sont étonnés, ils disent merde, qu'est-ce que c'est? Le mec, il a de grosses cuisses. Oh, il a de grosses cuisses, je passe à côté, mais j'ai les cuisses plus grosses en vérité. Tu vois? Et ça se voit pas. On le voit pas, ok. Parce que J'avais c'est très longue. j'avais une question pour toi, c'était après une séance d'entraînement, est-ce que tu aurais des conseils pour détendre les muscles du dos? Parce que c'est un truc qui revient souvent, même chez nos gars, c'est souvent le dos, ils ont des douleurs dans le dos et ils savent Mais pas c'est mon trop. problème aussi, alors moi je limite. C'est pour ça que j'ai remplacé le squat par de la presse inclinée. Parce Pareil. que c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à faire squat, soulevé de terre et tout. Au bout d'un moment, je suis tout le temps penché en avant parce que je suis longiligne. Donc, mon truc, c'est de faire du soulevé. Pour moi, mon but, c'est de continuer à bosser les lombaires sans me les fatiguer. Donc, je travaille souvent les lombaires. Je fais du banc incliné avec des charges. En plus, j'ai beaucoup de facilité. Je peux mettre 50, 60, 70. Tu vois, tu peux prendre des trucs pour remonter. Je ne le sens pas, objectivement. Et donc, je le fais, mais au soulevé, si je fais ça plus du soulevé de terre, si je fais du soulevé de terre plus du squat, je vais être crevé. Tu vois, je récupère plus. Et comme je m'étais fait une douleur au dos, j'avais une côte qui avait lâché l'année dernière. J'ai dû arrêter le squat parce que j'avais l'impression d'avoir le dos, le haut du dos désolidarisé c'est-à-dire j'avais l'impression d'avoir les vertèbres thoraciques, thorax désolidarisé euh, des vertèbres lombaires. C'était horrible. Et en vérité, c'est parce que je m'étais fait sauter une côte, quoi. Mais vraiment sauter. Quand je dis sauter, c'est que ça avait dû être plusieurs millimètres. C'était horrible. Je pouvais Ok. avoir des nerfs intercostaux, je ne peux plus respirer. Tu as l'impression que tu dis, ça y est, je suis fini, je suis un papy. Je suis revenu. Donc, bon, je vais éviter quand même. Soulever de terre, je peux même faire dos rond, ça, moi, même dos rond, ça passe. Et mais j'évite, parce que si je fais trop dos rond, oui, je fais partie des mecs qui peuvent arrondir quand même le dos. Mais si j'arrondis trop, j'ai mal. Mais j'ai quand même cette possibilité d'arrondir même le bas. Mais j'arrondis pas, parce que je sais que c'est dangereux. Je me suis déjà fait mal en arrondissant sur des barres, des grosses barres. Et tous les mecs Mhm. qui font des power le savent, tu vois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais, pour éviter, j'ai limite le travail des lombaires. Donc je vais limiter tous les tirages horizontaux avec des barres, pas fatiguer le dos, tu vois. J'enlève tout ce qui fatigue le dos en- pour, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir me donner à fond sur le soulevé de terre. Ok. Et Avec mon âge et puis sans stéroïdes, hein, donc quand tu as 55 ans et que tu ne prends pas de stéroïdes, tu n'as pas des barres de 25 ans, quoi, ou 30 ans. Ce qui est normal aussi, tu vois. Et puis, c'est même pas, c'est une question de force, peut-être une question de taux de testo, mais pas que ça, c'est une question d'activité aussi. Tu as beaucoup de problèmes en dehors, tu as beaucoup d'activités professionnelles, tu as beaucoup de responsabilités que tu as moins quand tu es jeune, ce qui fait que tu peux moins passer du temps, même si tu as l'argent, sur l'entraînement, tu vois, et le Mhm. repos. Parce que tu es pris de partout, comme tu es responsable de plein de choses, au niveau familial et au niveau. Et puis tu as plein des problèmes qui vont avec. Hein.
quand tu vis, quand tu es père de famille, tu as toujours les problèmes qui vont avec, hein. Oui, bien sûr, les facteurs stress, etc., qui peuvent jouer sur ta récupération. Police, les nanas qui pètent un câble, qui sont poursuivies par la police, qui sont fugitives, tu es obligé d'arranger tout ça, c'est une catastrophe, pas parce que tu as des problèmes, d'adultes, quoi. Oui, Tu oui, vois? ouais. Même si tu es bien, hein, donc les performances, elles en pâtissent un peu, tu vois? Évidemment, Après ouais. tu restes comme tu fais attention, tu sais que ça c'est la vie, quoi. Tu vois? Mais tu as tout le temps des problèmes, tu as les procès, les attaques, puis plus tu es connu, plus tu as des attaques, plus tu es connu, plus tu gagnes de l'argent quand même, plus tu te stabilises, plus tu as du pouvoir, mais aussi plus tu as des attaques. Et puis les attaques, c'est pas faut les gérer, quoi, tu vois? Mmh. Un peu d'attaque, c'est sympa, ça fait monter ton taux de testo. Trop d'attaques, heu, c'est pas très bon. Tu ou tu fais du cortisol, ou ou tu as envie de te transformer en mass killer, tu vois? Tu dis: «Merde, c'est pas non plus très bon». Ça, c'est tout dans la modération, donc c'est pas évident d'avoir des super performances. J'arrive à les maintenir, bonne alimentation et tout, mais c'est pas des performances de petits jeunes, tu vois? Oui, évidemment, ouais. Mais voilà, comme tu en fait, pour éviter les problèmes de dos, comme tu dis, tu adaptes en fait ton entraînement justement, tu reposes tes lombaires et tu t'adaptes ton entraînement à moins les solliciter pour que tu les gardes en forme pour ton soulevé de terre, en gros, Moi, c'est ça? c'est, une journée soulevée de terre, suivant séance suivante de jambes, c'est 4 jours après en général ou 5 si j'ai le week-end, ça sera, du leg extension lourd et de la montée sur banc, tu vois, d'une jambe. Mmh. C'est dur la montée sur banc d'une Ouais, jambe step up, ouais. et de leg extension extrêmement lourd. Heu, je peux monter très lourd. J'ai plus mal au genou, quasiment plus. J'avais mal au genou gauche, j'ai plus. J'ai aussi mal au genou droit, mais ça s'arrange aussi. Heu et ensuite, 4 ou 5 jours après, je fais presse inclinée à fond. OK, OK. Et les ischios, je les fais en général avec le soulevé de terre. OK, ouais, tu rentres, du coup, ton soulevé de terre dans ton exercice, comme un exercice ischio, tu le mets dedans, quoi. Ouais, voilà. OK. Et Bah, tu vois bien que je fais tout pour faire reposer le lombaire. oui, bah, moi, je suis le même principe que toi parce que j'avais des problèmes lombaires aussi. Pareil. J'ai adapté mon entraînement. En fait, moi, ce que je fais maintenant, bah, par exemple, sur mes tirages, horizontales, tout même sur mes face pulls, j'utilise un banc, en fait, pour pouvoir me reposer mes lombaires, pouvoir poser mon buste sur mon banc, en fait. Déjà, j'ai une Voilà. meilleure stabilité, mais je repose extrêmement mes Ouais, lombaires moi parce je que le je fais, peux c'est plus, uniquement pour pouvoir continuer à faire du soulevé de terre lourd. Tu vois? oui, Autrement, ouais. je me trop donc bon, j'arrive à passer à 210, en série de 5 sans ceinture, ça va, là, pour le moment, c'est bien, tu vois? Faut peut-être monter un peu plus, mais c'est dur avec mon âge, tu vois? Ah oui, c'est déjà top, 210, Non, mais c'est bien, 210 sans ceinture. voilà, c'est déjà bien, je suis Mmh. content. Yes. Je vais vous laisser les gars là parce que j'ai, Ouais, bah, c'est sûr, ce que j'avais noté une dernière question pour toi, mais tu y as déjà répondu. C'était est-ce que Ouais. le squat est un exercice que tu considères comme indispensable? Mais tu as déjà répondu à bah, ça j'ai tout aimé à l'heure. longtemps et puis je le remplace maintenant par la presse. Ouais, voilà. Puis de toute façon, tu as déjà répondu en globalité. Il y a pas d'exercice indispensable. Il y a juste ce qui s'adapte le mieux à toi et comment tu le ressens. Moi, j'aime bien le squat, hein, mais en plus, j'ai une petite pathologie d'épaule. Ça va, ça m'empêche de faire rien du tout sauf le squat, tu vois? Ça me fait douloureux sur le squat, Mmh. tu vois? OK. Ça me OK, d'accord. C'est le truc que j'ai, donc au coucher, épaule, j'ai absolument pas de problème. Je peux nager, ça me gêne, même plus pour dormir, ça me gêne juste au squat, tu vois? Et un peu au coucher large. Donc je fais pas de coucher large, je fais du coucher serré et là, j'étais content parce que j'étais revenu au coucher serré. Tu vois, je suis naturel, hein, à 15 reps, ça se sent. Donc je suis content d'être en coucher serré, à 15 reps, ça se sent, tu vois? Hop, 15 reps, je suis content. C'est pas super, c'est pas des barres, très hautes, mais pour mon âge, c'est bien. Avec tous les problèmes que j'ai à côté, c'est bien. J'ai des Mmh. problèmes, je gagne bien ma vie, hein, professionnellement, ça va, hein. C'est pas le problème, j'ai des problèmes très graves, mais j'ai aussi des choses qui vont très bien. Donc l'un dans l'autre, ça passe, hein. Oui, c'est un équilibre, ouais, Mmh. C'est un équilibre et puis tout le monde a des problèmes de toute façon. Ça fait partie du monde. évidemment, ouais. OK, super. Bah, pour terminer, nous, on voulait laisser les personnes qui sont présentes dans le live pouvoir poser quelques questions. Après, sinon, la chose qu'on peut faire, on peut garder ça pour la prochaine fois. Comme ça, Mmh. voilà, ils pourront poser leurs questions s'ils veulent, sans aucun problème. Donc, en tout cas, merci Frédéric, d'être, bah, merci beaucoup de nous avoir partagé, Combien de temps?
Là, il me semble que il est 22h30 et le live a duré 1h30. C'est bon, là. On a fait 1h30. On a fait Ouais, c'est 1h30, ça, ouais. on a fait 1h30. C'est bien. Ouais, ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, ça va. Donc, encore une fois, merci pour tout ce que tu as partagé avec nous, OK. de pouvoir nous apporter voilà, autant de ton savoir. C'est vraiment un immense plaisir, encore une fois, pour nous d'avoir pu Tu t'avoir. à voir Gundil après, tu lui enverras la vidéo. Ouais, je t'enverrai la vidéo juste après. Gundil, tu as eu Gundil? Non? Non, je vais essayer d'avoir Gundeal pour sûrement dans un mois. Je lui enverrai un petit message. Mmh. Ce serait bien de l'avoir, ouais. Ouais, carrément. Ouais, OK. ce serait top. Bon, encore une fois, merci d'avoir été là. Et je OK. t'envoie ça sur Facebook, ça marche?